4 années de SEO résumées en une vidéo, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Désolé pour l'accoutrement, il fait chaud, moi je souhaite vous partager mes connaissances et mon expertise, pas ma transpiration. On va tout de suite y aller. Ce qui va se passer, c'est que moi j'ai listé vraiment toutes les connaissances que j'ai apprises et qui me génèrent aujourd'hui le plus de résultats en SEO. Vous le savez si vous apprenez actuellement le SEO, que vous vous renseignez sur le sujet, on peut optimiser 1 milliard de choses en SEO et c'est bien le souci. Là, je vais vous dire, selon moi, du coup, quelles sont les actions qui m'apportent le plus de résultats que j'ai apprises, du coup, en 4 ans de SEO. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Paul Vengeon, je suis consultant SEO en freelance. J'ai travaillé en agence SEO pendant 1 an et demi sur Paris. C'est là que j'ai pas mal appris, en plus de faire du coup des tests sur mes propres sites et de référencer des sites de mes clients. La toute première chose à savoir, c'est que le trafic SEO en tant que tel ne doit jamais être un objectif. Si jamais c'était le cas, vous n'auriez qu'à cibler des mots-clés informationnels qui ne correspondent même pas à votre thématique, qui sont juste accessibles d'un point de vue concurrentiel pour générer du trafic. Et si ça suffisait à faire une campagne SEO rentable, ça se saurait. Au contraire, je vous suggère du coup de lister, avant même de commencer votre campagne SEO, déjà de lister tous les mots-clés business qui vont vous apporter des clients, des conversions, des commissions d'affiliation si vous faites de l'affiliation et qui concernent votre thématique. C'est vraiment le point de départ. Il ne faut pas penser SEO quantitatif, il faut penser SEO qualitatif, SEO héroïste. Si par exemple vous êtes un fleuriste et que vous habitez à Lille, évidemment la requête fleuriste Lille sera vraiment intéressante. Si jamais vous avez un doute sur est-ce qu'un mot-clé est plutôt à tendance informationnelle ou business, vous avez une seule chose à faire, vous tapez ce mot-clé dans Google, en navigation privée si vous voulez, et vous analysez ce que Google met en avant. Si ce qui met en avant dans le top 5, ce sont des articles de blog, alors vous êtes sur un mot-clé à tendance informationnelle qui sera peut-être pas le plus intéressant pour vous. Au contraire, si ce que vous trouvez, c'est en tant que e-commerce, des pages catégories, des pages produits, en tant que prestataire de service, une landing page qui a pour vocation à convertir, alors ou même du coup sur des mots-clés locaux, l'encart, vous savez, Google Maps avec les différents prestataires, leurs adresses, itinéraires, etc. Alors vous pouvez en conclure que c'est un mot-clé à tendance business. En réalité, la seule exception à cette règle-là, c'est si votre business model repose justement sur le fait de faire un maximum de trafic. Si par exemple vous avez un site de médias qui est monétisé via les annonces Google AdSense, dans ce cas, cette règle, vous n'êtes pas sujet en fait à respecter cette règle, mais voilà, je pense que c'est vraiment 0,001% d'entre vous. Deuxième chose, Google veut apporter de la valeur à ses internautes. Ça peut paraître bête, mais vraiment si dès le départ de votre apprentissage, de votre campagne SEO, vous vous mettez en tête de comprendre ce que Google veut réellement, alors vous vous assurez de produire quelque chose de qualitatif qui tiendra dans le temps. Par exemple, aujourd'hui, il y a peut-être des pratiques qui sont pas du tout orientées internautes, qui sont un peu pourries, mais qui marchent parce qu'elles tirent profit de certaines failles de Google. C'est très bien, sauf que demain, vous savez pas en fait tout simplement s'il va pas y avoir une mise à jour Google qui va un petit peu casser tout ça et du coup vous vous retrouvez avec aucun résultat. Donc si vous pensez valeur apportée à l'internaute, faciliter la navigation de l'internaute, lui donner les meilleures infos de la manière la plus lisible possible, etc. Déjà, vous êtes dans le bon. Pour savoir ce que les internautes attendent quand ils tapent une requête précise, vous pouvez tout simplement analyser ce que Google fait actuellement remonter en top 5. Donc vous tapez votre mot-clé, vous ouvrez les 3-5 premiers résultats tout en haut de la page et vous analysez le type d'information, le type de fonctionnalité qui déploie sur la page pour vous dire ok, ça je prends pas, etc. Et le but du coup c'est vraiment de faire encore mieux qu'eux. Pas forcément ajouter plus d'informations, mais être encore plus pertinent, donner l'information plus vite, avoir une page encore plus lisible, pourquoi pas des fonctionnalités qui boostent les interactions en fait des internautes avec votre page, typiquement un tableau HTML, des listes à puces, ça incite à scroller, à tout lire, et puis potentiellement des quiz, etc. Un grand merci encore une fois à AutoSwitch de sponsoriser cette vidéo. D'ailleurs, j'espère que vous appréciez la vidéo que vous êtes en train de visionner, c'est toujours un plus. Je les remercie parce que en vrai, c'est un hébergeur français qui est qualitatif, avec un SAV qui est vraiment au top. Moi, je suis avec eux depuis plusieurs années maintenant pour plusieurs sites, ça se passe super bien. Donc si ça vous intéresse, vous avez un lien qui se trouve dans la description. Je vous invite tout simplement à regarder leurs différentes offres s'il n'y a pas quelque chose qui
qui pourraient vous intéresser. N'hésitez pas non plus à les contacter tout simplement, ils peuvent vous guider sur quelle offre serait la meilleure tout simplement pour vos besoins en matière d'hébergement. Autre point, Google veut mettre en avant de vraies marques et tuer les sites faits par des SEO pour le SEO. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour vous? C'est que, ok, aujourd'hui, il y a peut-être encore des sites de SEO faits pour le SEO, donc pas des vraies marques, on appelle ça l'édition de sites, créer des sites pour les référencer et les monétiser. Il y en a encore sur Google évidemment, mais dites-vous que sa vocation à long terme, c'est plutôt de mettre en avant des vraies marques qui apportent de la vraie valeur, qui ont des vrais produits, des vrais services. Donc vous, ce que vous devez faire, c'est pas forcément créer une vraie marque, mais en tout cas, c'est obtenir les mêmes signaux qu'obtient une vraie marque. À savoir typiquement avoir un nom de marque, un nom de site qui va être recherché dans Google. Si vous faites un site d'édition de site 100% pour le SEO, mais que vous lui donnez un branding sympa, un nom de marque sympa et que ce nom de marque est tapé, je dis une bêtise, 300 fois dans Google, alors ça imite un petit peu les signaux que va avoir une vraie marque qui va payer de la publicité pour gagner en notoriété, faire des campagnes d'influence, qui va avoir un branding développé, ce qui générerait de manière naturelle ces recherches, ce volume de recherche sur le nom de marque. Évidemment, la recherche marque, c'est un petit peu la finalité, c'est facile pour moi de vous dire ça parce que c'est quelque chose que vous pouvez vérifier dans les outils SEO. Maintenant, il n'y a pas que ça, le simple fait déjà d'avoir des réseaux sociaux, un minimum actif avec un minimum d'abonnés, ça va jouer. Pareil, si vous obtenez du trafic referral, donc en gros des gens qui typiquement vont aller sur votre profil LinkedIn ou plutôt si vous êtes une entreprise un peu dans une thématique sympa, votre compte, votre page Insta et qui va cliquer sur l'URL de votre site qui est présent dans votre biographie, tout ça c'est vraiment les signaux qu'on veut aller chercher. Je ne peux pas vous dire, voilà, le trafic referral, ça génère 10% des résultats, etc., 10% de l'autorité de marque. Je ne peux pas vous le dire, mais voilà, c'est un ensemble, c'est un écosystème qu'on veut vraiment créer et c'est des signaux qu'on souhaite envoyer à Google. Tout comme si jamais les internautes qui tombent sur vos pages restent longtemps, interagissent avec, en gros, montrent qu'ils aiment vraiment vos pages, Google va le capter via Google Chrome typiquement, ces signaux-là, il va les capter et donc ça va participer de près ou de loin au score, on va dire, au score SEO de votre site, de votre page et donc à son classement. Encore une fois, je ne peux pas vous dire, voilà, l'UX, les comportements internautes, ça représente 10% des résultats, l'autorité, le fait d'être une vraie marque, ça représente 20%. J'en sais absolument rien, personne n'en sait rien en réalité, juste ce qu'on voit, c'est qu'au fil des années, on tend de plus en plus vers ça. Autre point, cette fois-ci, sur le maillage interne, super intéressant. On peut parfois se prendre un peu trop la tête. Il existe des techniques de maillage interne qui ont leur propre nom, comme le cocon sémantique, le siloing, j'en sais rien, le clustering, enfin bref, il y a des noms de partout. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est simplement que si vous souhaitez booster une page d'un point de vue SEO grâce au maillage interne, alors cette page doit recevoir des liens internes depuis d'autres pages, depuis le contenu d'autres pages qui traitent des sujets proches de cette dernière. C'est absolument tout. Aussi, d'un point de vue maillage interne, une optimisation super rapide qui peut vraiment avoir de bons résultats que vous pouvez faire, c'est tout simplement vous dire est-ce que mes top pages SEO, qui ont pour vocation à se positionner sur les mots-clés les plus business, les plus stratégiques pour mon site, sont actuellement maillés depuis le menu principal ou le footer. Normalement, je sais qu'on peut pas mettre je veux dire, 1 milliard de pages dans le menu principal. Pareil, on n'a pas forcément envie de mettre n'importe quelle page dans le menu principal, même si elle est stratégique d'un point de vue SEO. Si d'un point de vue branding, c'est un peu décevant, etc., on n'a pas envie de la mettre dans le menu principal. Je comprends. Mettez celle que vous voulez dans le menu principal, qui vous semble pertinente. Par contre, le footer, donc ce qu'il y a tout en bas du site, tout simplement, ça peut être, je veux dire, le moyen un peu de cacher des pages ici. Les gens vont pas trop cliquer dessus, hein, c'est là où il y a les mentions légales, normalement, etc. Bon, c'est vraiment tout en bas du site. Pour autant, le menu principal, comme le footer, ça vous permet de, quand vous y mettez des pages, quand vous y maillez des pages à l'intérieur, d'un point de vue arborescence, et ben ça permet de créer plein de liens, du coup, vers ces pages-là, puisque du coup, le menu principal va être commun à plein de pages. Donc si vous mettez une page dans le menu principal, elle va recevoir un lien depuis plein d'autres pages, tout simplement parce que toutes les pages ont le même menu principal normalement. Et pour le footer, c'est exactement la même logique, si ce n'est que du coup, c'est un peu plus discret. Dernier petit point pour le maillage interne, il faut absolument pas hésiter à faire créer des encres optimisées.
Une encre de lien, c'est tout simplement le texte sur lequel le lien va être déployé, le texte sur lequel on doit cliquer pour accéder à la page qui reçoit le lien, tout simplement. Une encre optimisée, du coup, qu'est-ce que c'est? C'est quand cette encre de lien, quand ce texte-là correspond exactement au mot-clé SEO qui est ciblé par la page qui reçoit le lien. En maillage interne, on peut complètement abuser, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun risque, même Google le recommande, ça lui permet de mieux comprendre à quoi servent les pages et de quel sujet elles traitent. D'un point de vue netlinking, donc quand on obtient des liens par contre depuis d'autres sites, donc c'est pas du maillage interne, c'est plutôt du maillage externe depuis d'autres sites externes à notre site, dans ce cadre-là, l'optimisation des encres de liens, c'est vraiment différent, il faut faire attention, il ne faut pas les optimiser à 100%, j'en parle dans quelques minutes. Ok, là on attaque un truc chiant, la partie technique en SEO. Donc qu'est-ce que c'est déjà que la partie technique? Et si jamais, bah voilà, le SEO, on dit souvent que c'est 3 piliers, le pilier technique, le pilier contenu et le pilier autorité. Pour la technique, du coup, l'objectif c'est d'avoir un site où on sait que Google en fait accède bien aux URL, indexe bien les URL, ne perd pas trop de temps sur le site, où on a un site qui va charger vite pour les internautes, pour Google. Cette partie-là, comme son nom l'indique, c'est la plus technique. Donc c'est celle qui va nécessiter le plus d'apprentissage et moi typiquement j'ai appris ça en agence SEO avec des consultants SEO plus seniors qui m'ont tout montré. Par contre, pas de panique, parce qu'en technique, on peut apprendre un petit peu à l'infini, on peut apprendre des choses vraiment très complexes. Il y a de fortes chances pour que vous n'ayez besoin de comprendre uniquement que les bases en fait de la technique. Pour ça, ça tombe très bien, j'ai 3 sites, seulement 3, gratuits, à vous recommander pour apprendre les bases. Le premier, c'est developers.google.com. En fait, c'est tout simplement les guides officiels de Google concernant le SEO. Et donc, il y a des articles dédiés pour des sujets précis, typiquement voilà, est-ce que si j'ai un site multilingue, est-ce que je dois faire en sous-domaine, donc type fr.paulvengeon.com, est-ce que je dois le faire avec des TLD différents, donc paulvengeon.fr, paulvengeon.en, paulvengeon.de typiquement, ou est-ce que je le fais même par répertoire, paulvengeon.com/fr, paulvengeon.com/de, paulvengeon.com/es. Voilà, il y a vraiment des guides dédiés à ça où Google vous dit, bah voilà, ça c'est mieux pour telle ou telle raison, cette indication est plus claire. Pareil pour là je reprends l'exemple du SEO international, vous avez la problématique des hreflang, il vous dit exactement comment déployer ça, même pour les données structurées, c'est un autre point technique, etc. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir ce site-là, developers.google.com. L'autre site, je ne sais pas si vous avez déjà fait des tests de web performance avec PageSpeed Insight, mais quand vous le faites, donc PageSpeed Insight, vous pouvez taper dans Google, ça vous permet de faire du coup voilà, des tests de web performance et on vous donne un score sur 100 et on vous dit quelles sont les pistes à améliorer en fait. Et souvent, vous avez des ressources. Par exemple, on peut vous dire, voilà, la top piste à améliorer pour votre site, ce serait de réduire le chargement ou de différer le chargement des JavaScript sur vos pages, etc., qui prennent trop de temps. Et dans ce cadre-là, normalement, vous avez un lien vers un petit guide. Ce lien-là, en fait, c'est un lien non pas vers developers.google.com que je vous ai mentionné juste avant, mais developers.chrome.com. Et donc là, c'est pareil pour tous les sujets de web performance, les grands sujets. Vous avez une page dédiée qui vous dit pourquoi c'est un problème, comment résoudre ce problème, quelle solution si vous êtes sur WordPress typiquement, etc. Des fois, ça va assez loin. La dernière pépite, c'est une ressource officielle et gratuite de Screaming Frog. Screaming Frog, si vous ne connaissez pas, c'est un outil qui vous permet de crawler un site. Donc en fait, d'imiter le comportement de Google en visitant très rapidement toutes les pages d'un site. Et du coup, pour en déduire que voilà, sur, je sais pas, 1000 pages visitées, bah, il y en a 200 qui ne sont pas indexables pour telle ou telle raison et repérer comme ça les problèmes, les potentiels problèmes techniques. La ressource gratuite, et je vous invite à taper ça dans Google, c'est SEO Spider Tabs User Guide. Donc, si je le fais en français, SEO User Tab Spider Guide. Voilà. Je ne sais pas si je mettrai les noms des ressources en description. Honnêtement, je pense pas. Mais voilà, si vous écoutez la vidéo, franchement, c'est vraiment juste une recherche Google à faire. Et donc, ça, qu'est-ce que c'est ? Quand vous lancez un crawl avec Screaming Frog, donc pour visiter les pages d'un site comme je vous ai dit juste avant, il y a plein de rubriques en fait, il y a absolument plein de rubriques, on vous dit voilà, 200 URL sont concernés par ce problème précis. Et bien justement, là c'est la liste en fait de tous
tous les problèmes, toutes les sections de Screaming Frog et l'explication. Alors je crois que c'est en anglais, je sais pas, à chaque fois moi je le consulte, c'est en anglais, je sais pas s'il y a moyen de le mettre en français, mais bon aujourd'hui avec les IA vous pouvez traduire rapidement. Mais super, super instructif. Alors, je vous recommande pas. En fait, pour les trois ressources que je vous ai données, le but c'est pas que vous consommiez tout, etc. sans contexte, sans avoir vraiment besoin de connaître les définitions, les concepts, etc. C'est plutôt passez sur ces ressources-là, et dès que vous voyez quelque chose où vous dites «Ah mais oui, ça je l'avais vu, etc., j'ai envie de savoir ce que c'est», et ben là, apprenez-les. Après, vous pouvez tout lire d'un coup si vous voulez, mais je pense pas que ça rentre comme ça. Souvent, c'est que quand on est en train de faire un check technique, que quand on a une problématique technique, typiquement, je suis en train de vouloir améliorer mes web performances, j'ai un truc de CSS, je sais pas ce que c'est, alors à ce moment-là, c'est là que vous allez comprendre au mieux la ressource, et surtout intégrer ça vraiment dans votre crâne versus juste le lire. Mais par curiosité, vous pouvez tout lire comme ça si vous le voulez. On a parlé de web performance, il ne faut pas que ce soit votre focus numéro 1. C'est-à-dire que votre web performance n'a pas besoin d'être absolument parfaite. Typiquement sur PageSpeed Insight, vous n'avez pas besoin d'avoir 100 sur 100. Par contre, ça reste un point super intéressant à considérer, et ce que je vous recommande de faire, c'est d'analyser vos web performances et de les optimiser en début de campagne SEO. Parce qu'en général, une fois que c'est fait, c'est fait. Vous pouvez refaire des checks de temps en temps, mais moi, par exemple, j'ai optimisé la web performance de mon site paulvengeon.fr il y a des années, et aujourd'hui, elle est toujours très bien. Je voudrais vous partager aussi le plus gros risque en SEO. Le plus gros risque en SEO, qui peut être vraiment fatal, c'est un changement d'URL. Si vous avez aujourd'hui des performances liées à des URL précises, donc je reprends l'exemple de mon site paulvengeon.fr/consultant SEO, si cette page-là a de grosses performances, mais que demain je fais une refonte, un changement de CMS, je sais pas, même un changement d'hébergeur, enfin peu importe, n'importe quelle action qui pourrait résulter en un changement d'URL, donc le fait que là on aurait pu par exemple paulvengeon.fr/consultant SEO, mais plutôt paulvengeon.com/consultant SEO, si je change de nom de domaine par exemple, ça peut être vraiment fatal. En fait, ce qu'il faut faire pour pallier ça, c'est faire une redirection 301 de l'ancienne URL vers la nouvelle, pour que Google, quand il va retourner sur l'ancienne URL, ne se dise pas juste elle n'existe plus, j'enlève toutes les performances SEO, donc ils se disent ok, elle est redirigée de manière permanente vers cette nouvelle URL là, donc il la découvre, il voit qu'il y a le même contenu ou quasiment le même, et donc vous pouvez récupérer vos performances SEO sur la nouvelle URL. Bref, gardez juste en tête que si vous avez déjà des performances SEO à l'heure actuelle et que vous changez d'URL, toutes les anciennes URL qui avaient des performances SEO, qui généraient du trafic, qui étaient positionnées sur des mots-clés, doivent être redirigées vers les nouvelles en code 301. Autre point, si vous vous demandez quels sont les meilleurs CMS pour le SEO, WordPress, Shopify et Webflow sont vraiment très bons pour avoir bossé dessus et permettent en plus d'avoir une UX, une UI très sympa. Il y a évidemment d'autres CMS qui font du bon SEO. J'ai déjà fait du SEO sur PrestaShop par exemple, ça marche très bien. Il y a même la possibilité, j'ai un client qui fait du SEO sur ClickFunnels, donc qui est plutôt normalement destiné à faire des landing pages, et ça peut marcher. Mais voilà, les trois que je vous ai donnés, c'est vraiment ceux que je préfère utiliser, ceux sur lesquels je préfère intervenir en tant que consultant SEO. Je vous le disais un petit peu avant, en netlinking, quand on obtient des liens de la part d'autres sites, il faut faire attention à ces encres de liens, il ne faut pas trop les optimiser. Ce que je vous recommande de faire, c'est de regarder ce que fait la concurrence. Et la concurrence qui se positionne sur les mots-clés que vous ciblez depuis longtemps. Donc les concurrents historiques qui tiennent sur la SERP, sur la page de résultats de recherche Google. Mais en dehors de ça, je voulais vous dire que les encres semi-optimisées vers des pages précises, donc le deep linking pour être précis, donc le fait d'obtenir des liens, désolé c'est un peu technique mais c'est vraiment super simple à comprendre, obtenir des backlinks donc de la part d'autres sites qui pointent vers des pages précises de votre site, pas seulement la page d'accueil, mais bien des pages précises, des articles de blog, des pages services, des pages catégories si vous êtes en e-commerce. Et bien le fait d'obtenir des liens vers ces pages-là sur des encres semi-optimisées, c'est un super compromis entre efficacité et limiter les dangers. Une encre semi-optimisée, qu'est-ce que c'est? Je vous avais dit précédemment qu'une encre optimisée, c'est une encre qui correspond aux mots-clés ciblés par la page de destination. Ben là, c'est pareil, sauf que c'est qu'à moitié, entre guillemets. On a bien le mot-clé ou un mot-clé ciblé par la page de destination dans l'encre, mais on a aussi d'autres mots. Typiquement, si je souhaite pousser ma page consultant SEO, l'encre, ce ne sera pas consultant SEO,
ce sera cliquez ici pour découvrir le métier de consultant SEO. Bon là c'est une encre assez longue mais vous avez compris. Le cliquez ici pour découvrir, il n'est pas du tout optimisé. Le métier consultant SEO c'est plus optimisé. On est donc sur du semi-optimisé. La balise title c'est la plus puissante. Vous devez absolument y mettre le mot-clé ciblé par la page que vous optimisez. Le title et la métadescription doivent tous les deux contenir votre mot-clé mais doivent aussi, si possible, inciter au clic. N'hésitez pas à y mettre des arguments qui vont plaire aux internautes sur les prix, les promotions, la livraison rapide, le SAV, etc. Alloscan, c'est l'outil SEO, à ma connaissance, qui a le plan gratuit le plus généreux où vous pouvez effectuer des recherches de mots-clés, analyser des concurrents, leur performance SEO pour 0 €. Si ça vous intéresse, vous avez un lien qui se trouve dans la description et si jamais vous souhaitez passer au plan payant, qui est évidemment plus intéressant pour le SEO, vous avez 8% de réduction à vie avec mon code VENJONP. Vous avez tout en description. Le Keyword Planner de Google Ads vous permet de faire des recherches de mots-clés, de trouver des mots-clés à cibler en SEO pour 0 € de manière illimitée. La seule chose, c'est que si vous n'avez pas de compte Google Ads actif qui dépense de l'argent dans des annonces, alors vous n'aurez que des tranche de volume de recherche. Au lieu que l'outil vous dise que consultant SEO est recherché 3900 fois, il va vous dire consultant SEO est recherché entre 1000 et 10 000 fois. On s'en fout totalement, on a ce qu'on veut, on peut trouver des mots-clés sympas. En plus, si vous les tapez dans la SERP, dans Google, et que vous analysez les résultats, alors vous aurez un aperçu de est-ce que c'est un mot-clé business ou pas, comme je vous ai expliqué précédemment. On peut se positionner sur Google grâce à YouTube. Sur certaines SERP, sur certaines pages de résultats de recherche, ce sont des vidéos qui remontent. Souvent, c'est pas tout en haut, mais parfois ça s'approche quand même du haut de la SERP et donc c'est super intéressant d'y être pour bien se positionner et pourquoi pas faire une double apparition en page 1 de Google avec une vidéo et une page classique, voire une triple apparition avec l'encart, votre fiche Google en fait dans Google Maps, une page classique et une vidéo. Bon, j'ai rarement vu ça, mais en théorie, ça peut être possible. On peut faire du SEO sur Google, YouTube, Amazon, TikTok, Bing, Pinterest. On peut en faire un petit peu partout. Il ne faut pas forcément penser à Google, même si, évidemment, la priorité en général pour les consultants SEO comme moi, c'est de référencer leurs clients sur Google. C'est là où il y a énormément de recherches. Mais aujourd'hui, par exemple, on va aussi s'intéresser à ChatGPT et les autres IA qui ont leur propre méthode, leur propre mode de fonctionnement pour faire remonter certaines marques dans leurs réponses. Dans les pages de résultats de recherche Google, dans les SERP, on a ce qu'on appelle des résultats enrichis. C'est quand, au lieu d'avoir un simple lien bleu avec une description vers votre page, vous avez d'autres fonctionnalités qui sont attrayantes visuellement. Il y en a une qui est super intéressante, c'est les avis. Vous avez une page, donc vous avez le lien bleu, vous avez la description en dessous et vous avez des petites étoiles. Ça, c'est hyper facile à générer. Vous pouvez demander notamment à ChatGPT de le générer. Vous lui envoyez votre page, vous dites voilà, j'aimerais avoir les avis en dessous de cette page dans Google. Génère-moi les données structurées associées. Données structurées, normalement, il va vous les sortir en JSON LD ou JSON LD, je ne sais plus comment on dit, mais JSON-LD. Vous pouvez le préciser dans votre prompt et ensuite c'est juste un code que vous ajoutez dans la balise head de votre page. Et franchement, ça passe à tous les coups, presque tous les coups. C'est pas du tout risqué et ça vous permet d'avoir une page qui est plus attrayante et donc d'obtenir plus de clics vers cette page dans les résultats de recherche. La Google Search Console, c'est tout simplement le meilleur outil pour suivre vos résultats SEO et savoir avec précision quels mots-clés vous apportent du trafic ou quels mots-clés sont les plus stratégiques parce que vous remarquez qu'il y a beaucoup d'impressions dessus. Donc vous apparaissez sur ces mots-clés-là, ça génère beaucoup d'impressions, mais pas beaucoup de clics parce que vous n'êtes pas assez bien positionné pour obtenir des clics. Bon, ça c'est une utilisation précise de la Google Search Console, mais retenez que c'est vraiment, si vous ne deviez avoir qu'un seul outil de suivi de performance, de reporting SEO, gratuit, et bah c'est Google Search Console, ça fait largement le taf. Dernier point, dites-moi en commentaire si vous êtes toujours là à ce niveau de la vidéo, c'est que le contenu IA, donc fait par l'intelligence artificielle, rank bien, performe bien, se positionne bien en SEO.
pourvu qu'il soit qualitatif. Google a même communiqué là-dessus sur un de leurs articles de blog ou un de leurs trucs forum, je sais plus, mais il disait vraiment qu'en fait tout ce qui importe, et on s'en doute, c'est que le contenu apporte réellement de la valeur aux internautes, comme je vous disais au début de la vidéo. Alors IA, pas IA, on s'en fout, soit on a un contenu qui apporte de la valeur et qui a du potentiel sur Google, soit on a un contenu pourri fait pour le SEO qui n'apporte pas vraiment de valeur aux internautes, qui ne répond pas à leurs attentes et donc ça dégage.